Alors, je vais juste dire un petit mot d'accueil pour remercier d'abord nos intervenants. Hein. Nous avons son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République démocratique du Congo qui est présent. Tout à l'heure arriveront ses homologues sénégalais et Madame l'ambassadrice du Maroc. Nous avons évidemment nos amis de la délégation parlementaire du Sénégal qui nous font le plaisir d'être là toute la semaine dans le cadre du groupe d'amitié, puisque votre humble serviteur est aussi le président du groupe d'amitié France-Sénégal. Donc, bonjour à tous, rebonjour chers collègues, et encore une fois, un immense plaisir que de vous avoir avec nous pour cet après-midi. Je salue aussi les parlementaires mauritaniens qui sont venus assister à notre débat. Je vois beaucoup de visages amis dans la salle. Je salue la délégation du Parti socialiste sans frontières du Tchad que nous avons aussi le plaisir d'accueillir. Et bien sûr, mes collègues députés qui sont présents, mon cher René, mon cher Pouria. J'espère que je n'oublie personne. Si Arnaud doit être quelque part, mais voilà, il est là, voilà, mon cher Arnaud. Et puis bien sûr, nos autres intervenants. Chère Françoise Vergès, merci beaucoup d'être parmi nous. Je pense que les autres intervenants doivent être là, mais je ne les vois pas. Donc n'hésitez pas à vous approcher vers devant pour qu'on puisse ensuite vous installer pour la première table ronde qui sera celle qui finalement portera plutôt sur les aspects de la langue. La langue française est une langue magnifique, mais quand on parle de francophonie, elle est aussi chargée d'un héritage, l'héritage colonial, et on s'interrogera ensemble sur comment on peut décoloniser cette langue qui appartient désormais à tous ceux qui la parlent. Ça, ce sera la première table ronde. Et puis la seconde table ronde sera l'occasion de voir comment la langue française peut être un support privilégié d'une coopération internationale tournée vers les grands défis de demain, tournée vers la paix, tournée vers la production de biens en commun universels, puisque c'est cette conception d'une francophonie décoloniale et anti-impériale que nous défendons. Mais tout de suite, pour ouvrir ce colloque, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Jean-Luc Mélenchon. Je vous demanderai de le saluer, s'il vous plaît. Et qui va donc nous dire comment lui il voit les enjeux francophones et l'avenir de la francophonie, parce que c'est sur ça qu'on va s'interroger collectivement cet après-midi. Merci à tous. Merci mon cher Aurélien. Cher Aurélien Taché, député insoumis du Val d'Oise, qui me fait l'honneur de me confier l'ouverture de ce moment qui va compter peut-être beaucoup plus pour nous que pour nombre d'entre vous, puisque pour nous, c'est l'ouverture, comme insoumis, d'un cycle de travail, de réflexion et d'action qui va s'étendre, je l'espère, sur plusieurs années, mais qui a déjà eu ses racines dans quelques-unes des rencontres que nous avons eues ensemble et que nous allons prolonger. Car pour nous, la francophonie est un objet politique. Et je suppose que c'est pour ça qu'on me fait ouvrir cette séance, dans la mesure où aussi Aurélien est en même temps le responsable de cette question dans l'Institut La Boétie que j'ai l'honneur de co-présider avec la députée Clémence Guettet. Je salue Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, les parlementaires, mes collègues, et puis beaucoup d'entre vous qui sont des amis en plus d'être des collègues, et que j'ai un bonheur singulier à retrouver ici. Bien sûr, Pouria Amirchahi, qui a été le rapporteur sur le thème de la francophonie avant Aurélien, et qui a fait un travail de défrichage qui me convient d'autant mieux que nous en avons déjà repris l'essentiel dans nos campagnes politiques. Bon, alors c'est pas les mêmes que les siennes, mais bon, il a perdu son bagage en route et il a trouvé preneur. Voilà comment je salue aussi les conseillers des ambassades qui sont là, et en particulier qui m'a été signalé, celui de l'ambassade de Chine, ceux de l'ambassade de Chine, qui sont des amis. Alors, si je commence par vous dire que la francophonie est un objet politique, cela m'épargne des transitions qui ne feraient que nous faire perdre du temps. La langue française s'est répandue dans le monde à la faveur du colonialisme. Et cette origine est, d'une certaine manière, lui pèse. Or, pourtant, comme le disait Thomas Sankara, à la fin, cette langue est la propriété et la conquête de ceux qui s'en sont servis et qui, parfois, l'ont utilisée, y compris contre les Français, ce qui était quand même le moins qu'on puisse faire. J'en dirai un mot dans un instant. Mais je veux d'abord vous dire que si nous la pensons comme objet politique, culturel, ce que j'expliquerai dans un instant, il faut d'abord commencer par régler ce point. Notre vision de la francophonie n'est pas la vision d'un soft power à la française, si je peux utiliser un mot anglais ici,
mais véritablement une tentative pour faire émerger la francophonie en tant que langue commune. Et si quelqu'un pouvait trouver un autre mot que langue française pour qualifier notre langue, je ne vous cache pas qu'il serait ou elle serait la bienvenue. Pourquoi ? Parce que, premièrement, les Français eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont francophones, ils parlent leur langue maternelle et du coup, ils oublient de regarder souvent autour d'eux. La vérité, c'est que la langue française n'appartient plus à la France et aux Français depuis fort longtemps, puisque 29 nations l'ont comme langue officielle. Dès lors, la langue française n'est pas la propriété singulière de la nation française, et en particulier, certainement pas celle de ceux qui voudraient figer l'identité française dans sa langue. Car, à nos yeux, pardon, c'est aussi de la politique, la France, ce n'est ni une langue, puisque 29 nations l'ont en commun, ni une religion, puisqu'il y en a 6 dans notre pays, qu'il y a la religion chrétienne en tête et puis l'islam en deuxième position, ni naturellement aucune des autres caractéristiques. La nation française, pour nous, est une nation politique fondée sur le triptyque liberté, égalité, fraternité, qui pour nous est un message qui peut avoir une certaine universalité, en tout cas qui nous permet d'introduire pourquoi nous mettons ce que nous savons en partage. Alors, écartons d'entrée de jeu une définition qui serait ethniquement figée en attribuant le français qui serait partagé. Non. Point numéro 1, la langue est à ceux qui la parlent. Et aujourd'hui, la masse la plus importante de ceux qui la parlent ne vivent pas en France, loin de là. Et dès lors, j'invite mes compatriotes à une vision plus réaliste de leur rapport au monde, et non pas pour craindre, comme toujours, car dans le néolibéralisme, l'unique valeur qui est mise en partage, c'est la peur. Peur de perdre ceci, peur d'être envahi par cela, et on oublie l'importance et la vertu du partage. Il est heureux que nous ayons en partage une langue commune avec tant et tant de nations et tant de peuples. Le point pour nous est que dans l'ère moderne, c'est-à-dire le moment que nous vivons depuis le XXIe siècle et quelques-unes des grandes transitions techniques et technologiques, notamment l'une d'entre elles, la formation d'un objet qui n'existait pas il y a encore peut-être une décennie ou deux. Cet objet, c'est la noosphère, c'est-à-dire ce qui était d'abord un concept mystique pour Pierre Teilhard de Chardin, un concept très fumeux et très lointain dont personne n'avait entendu parler par la Russie soviétique, celui qui a inventé le mot biosphère, mettant en valeur le fait que tous les organismes vivants appartiennent à une même sphère puisqu'ils échangent fondamentalement les mêmes produits chimiques, à commencer par l'air. Eh bien, la noosphère est la sphère de l'esprit humain. Et les êtres humains n'entrent en contact avec la réalité qu'à travers les prismes culturels qui façonnent leur intelligence, leur cerveau, leur vocabulaire et tous les autres instruments. Nous sommes certes des êtres sociaux avant tout, cela est certain, et c'est pas Aristote qui dira le contraire, mais nous sommes des êtres socio-culturels. C'est-à-dire que notre capacité à être un être humain transite par les filtres, qui est un concept aujourd'hui moderne et facile à connaître, puisque tout le monde a un filtre sur son appareil photo, et c'est de quoi il s'agit. Sa capacité de conversion du réel ou d'approche du réel. Eh bien, tout le monde passera par sa culture et par son intelligence. La noosphère est la sphère de l'ensemble de l'intelligence humaine qui, aujourd'hui, est une réalité matérielle puisqu'elle est contenue dans les data centers, puisqu'il n'existe pas de mot français pour l'instant, qui est transportée par des câbles, qui est tenue par une énergie, l'énergie électrique, pour entretenir les sources dans lesquelles tout cela est stocké. Et la totalité des savoirs humains ont été numérisés, ou le processus est en train de se terminer, non seulement pour le passé, qui a été pendant des générations l'instrument essentiel de compréhension du présent, puisque c'est à ce passé qu'on se rapporte à chacun des instants de notre vie pour produire nos décisions de l'instant d'après. Eh bien, la noosphère étant devenue une réalité, nous pouvons nous poser les questions à propos de cette noosphère, de sa propriété et des moyens qu'elle permet d'échange ou non. Si bien que l'usage en commun d'une langue confère une certaine forme de puissance à ceux qui l'ont en partage, puisqu'il constitue un espace spécifique de créolisation. Alors, le concept de créolisation, qui est un concept moderne, récent, qui vient du poète Édouard Glissant, et c'est important et intéressant de voir que cette idée française, ou cette appellation, mais en tout cas le concept, vient d'un poète philosophe français, soit venu des Antilles.
c'est-à-dire d'un lieu où une population qui avait été déportée par l'esclavage et les violences qu'elle est avec à un autre bout du monde, ait produit cette idée que pour être pleinement humain, pour pouvoir rester humain, il fallait pouvoir échanger et donc fabriquer une langue qui permette cet échange. Si bien que ceux qui avaient été enlevés ici et là, par-ci, par-là, sur le continent africain, ont produit une langue, d'abord pour se comprendre entre eux, ensuite pour se distinguer de celle des maîtres, et ont en même temps montré ce qu'était ce processus d'invention. La créolisation n'est pas une dissolution de ce qui la précède. C'est une invention de neuf, de nouveau, de mots, de manières d'être, de recettes de cuisine, de musique. Alors pour la musique, tout le monde sait de quoi il s'agit, parce que tout le monde vit ça, tout le monde a vécu ça, d'avoir partagé des musiques et de se les être appropriées au point de penser qu'elles font partie de notre culture strictement intime et personnelle, car tant d'événements de notre existence se rattachent à ces musiques. Eh bien, il nous reste à comprendre que cela est vrai pour la langue, cela est vrai pour le reste des inventions et des créations de l'esprit humain. Donc, nous abordons la question de la francophonie en tant qu'espace de créolisation. Et pour qu'il soit un espace de créolisation, il faut évidemment que nous, les Français, les autres sont moins concernés, nous débarrassions notre esprit de toute tentation, de domination, tout sentiment de supériorité qui n'a pas lieu d'être, d'abord dans la réalité, mais ensuite dans l'entreprise qui est la nôtre aujourd'hui. Ah, je ne vous avais pas vu, excusez-moi, et je vous suis passé sous le nez sans vous saluer, excusez-moi, Françoise. Bon, non, je m'excuse auprès de Françoise Vergès, que j'ai l'honneur de connaître, et qui est une personne très importante dans notre réflexion intellectuelle. Et donc de l'en débarrasser, autant que nous pouvons, en faisant à chaque fois très attention au fait qu'on n'y revienne pas. Espace de créolisation, alors je dis comment les Français s'en débarrasseront-ils? Ma foi, je n'en sais rien. C'est un peuple que je trouve qui est le mien, mais qui est aussi étrange à mes yeux qu'au vôtre, pour arriver à comprendre pourquoi tout d'un coup il est pris par des fièvres collectives identitaires. Alors comment pourrait-on être identitaire à propos de la France et de la langue française, sachant que la langue elle-même est une invention politique, puisque la langue française, quand elle est décrétée langue des Français, n'est parlée par personne. Et précisément, c'est ce qui en faisait l'intérêt aux yeux du roi. C'est qu'en choisissant le français, langue qui était parlée dans un coin du pays, il s'appropriait un pouvoir, celui d'interprétation. Et qu'au lieu que ce soit les clercs de l'Église qui parlaient en latin et qui décidaient ce que voulait dire telle ou telle phrase dans un différend, eh bien ça serait lui, puisque lui seul comprenait ce qui se racontait. Et donc, la langue française était si pauvre au départ, et qui déjà n'appartenait à aucun Français, dans la mesure où personne n'était français à l'époque, c'était les sujets du roi dans leurs différentes provinces. Eh bien, la langue est si pauvre que les poètes de cour, qui étaient payés pour ça déjà à l'époque, c'était l'équivalent des journalistes aujourd'hui, eh bien, se sont mis tout d'un coup à devenir des passionnés de cette langue qu'aucun d'entre eux ne parlait. Et c'est ainsi que l'on a pu voir Défense et illustration de la langue française par Joachim du Bellay, qui est un poète de cour, qui est payé pour ça, et qui, évidemment, crie merveille à propos de la langue française. Et comme il y manquait, il est obligé de concéder qu'il y a un inconvénient à cette langue, c'est qu'elle manque de mots. Alors il dit, quand les mots manquent, on n'a qu'à prendre chez les autres, et on prendra au grec, on prendra au latin, parce que c'est comme ça que font les avocats et les juristes, dit-il. Et puis, comme le grec et le latin ne suffisaient pas, il dit, et puis pour le reste, dans la vie, eh bien, il n'y a qu'à prendre les mots des gens de métier, parce qu'on ne comprend rien à ce qu'ils disent, mais ça doit être drôlement utile, puisque ça leur permet de réaliser leurs œuvres dans le travail. Voilà, mesdames, messieurs, l'origine que moi je trouve glorieuse, mais qui pourrait ne pas l'être aux yeux des lettrés et des savants qui voudraient que la langue française fût sortie de la cuisse de Jupiter et directement transmise à je ne sais quel peuple élu, puisque en ce moment c'est la mode. Eh bien non, ce n'était pas le cas. Voici comment est née la langue française, et elle est ensuite entrée en partage en empruntant de tous côtés. Voilà pourquoi il y a tant de mots d'arabe en français, il y en a 400, il y en a 100 qui sont des mots russes, il y en a 400 en espagnol, il y a de l'hébreu, il y a de tout dans la langue française, et c'est bien normal, et c'est tant mieux. Il y a aussi, évidemment, beaucoup de latin, ça va de soi, et un peu de grec, tout le monde comprend aussi pourquoi. Voilà, la langue française est déjà elle-même un résultat de créolisation. Alors on peut dire qu'elle porte dans son code génétique une capacité qu'il est temps pour elle de déployer pleinement, en se résumant à la formule « la langue appartient à ceux qui la parlent ». Je doute que les habitants
de Kinshasa, dont j'ai eu le bonheur de faire la connaissance récemment, et la moindre idée de ce qu'est les conditions de vie de Saint-Rémy-en-Provence. Et par conséquent, c'est avec des mots qu'il leur faudrait inventer aux uns et aux autres qu'ils arriveraient à pouvoir en parler respectivement. Voilà, je pense que ma démonstration est allée assez loin dans le délai qui m'est donné pour que je n'insiste pas davantage. La créolisation est notre maître mot. Si nous voulons que le français soit une langue commune, il faut qu'elle soit une langue créole. Et je préférerais qu'on dise que nous parlons tous le créole, parce que ça nous arrangerait mieux que de dire que nous parlons français, car cela sera sans doute plus vrai. Qu'on vienne me dire comment les 100 millions de Congolais ou bien les millions de Sénégalais n'auraient aucune participation à la création d'une langue qu'ils parlent et qu'ils sont 10 fois plus nombreux que nous à parler, nous, Français. Je me situe à cet instant-là. Et puis les Français s'y feront. Je crois qu'ils y sont prêts, d'autant que, autant il y a 50 ans de cela, ils étaient une minorité à parler une langue étrangère. Eh bien, quand j'en ai fait la recherche pour savoir où on en était, on m'a fait découvrir que 40% des Français sont bilingues. Alors je pense qu'il y a un certain nombre de mes propres compatriotes qui se font une idée de plus en plus fausse de ce qu'est réellement la France. Car une France qui est la France, et où 40% de la population parle une autre langue, ça m'étonnerait qu'ils l'aient appris tous à l'école. Je pense qu'ils l'ont appris dans un processus de créolisation familiale, car tous tels que nous sommes, notre mère, notre père nous a chanté des chansons pour nous endormir, et en général, pour avoir soin de nous, et nous disent des mots d'amour et de tendresse dans notre jeune âge, qui sont ceux de la langue d'origine, même si ensuite on en parle une autre ou plusieurs à la fois, et vous voyez que c'est plusieurs à la fois. La France a une raison de plus, et c'est le moment de le dire, de ne pas s'approprier la langue créole commune, car elle ne fait pas le travail. Nous avons un président, hélas, je ne dis pas hélas que nous ayons un président, je dis nous avons un président, virgule, hélas, fermez la virgule, qui ne fait pas lui-même le travail, parce que quand il invite la terre entière à choisir la France, il lui dit « choose France ». Je ne sais pas ce que ça veut dire, ou plus exactement, je préfère ne pas le savoir, car j'ai l'impression que c'était plutôt une réunion de pillage qu'une réunion d'échange. Mais enfin, disons que la France ne fait pas le travail. Et quand le secrétariat général, je ne sais par qui, a été proposé de l'Organisation internationale de la francophonie à une ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, eh bien, j'aurais préféré que ce soit la ministre des Affaires étrangères du Sénégal qui occupe cette fonction, ou du Congo, plutôt que quelqu'un qui ne parle pas le français et dont le pays a évacué le français de sa langue officielle pour y préférer l'anglais, ce qui est bien son droit. Mais enfin, ça n'en fait pas un titre de recommandation pour une organisation française. Qui plus est, et joue un rôle diplomatique que je déplore, empêchant par exemple le sommet qui a eu lieu à Villers-Cotterêts de prendre position sur la situation spécifique du Congo et de l'agression que subit ce pays de la part de son voisin. On aura tous le sourire en pensant qu'en se réunissant à Villers-Cotterêts, eh bien, nous aurons célébré non pas la langue française, mais la créolisation, parce que c'est le décret de Villers-Cotterêts qui décide que cette langue est la langue française, avec tout ce que je viens de vous dire. Si elle est un instrument, et si la France n'en est pas l'instrument numéro un, eh bien alors il nous revient de nous demander ce que nous pouvons en faire. Voilà pourquoi la francophonie est politique. Ce n'est pas contre notre propre passé, à nous Français, ou contre votre passé, à vous qui avez été colonisés, mais au contraire, parce que nous avons en commun. Eh bien, notamment, nous avons en commun la lutte victorieuse que vous avez menée contre le colonialisme, puisque vous l'avez conduit avec les mots d'ordre, souvent en langue française, qui nous regroupaient et qui étaient les mots d'ordre de notre propre révolution. Alors ceux de mes compatriotes qui ne veulent pas de la révolution de 89, c'est leur affaire, mais disons qu'elle est presque déjà en partage entre nous, puisque nous en avons eu les valeurs, et c'est en son nom. J'ai encore regardé l'autre jour, parce qu'il y avait un documentaire sur le sujet, Ho Chi Minh expliquait en venant en France, en français, que ce que nous avions en commun, c'était le triptyque liberté, égalité, fraternité, ce qui manquait pas de sel, puisque ce jour-là, il venait pour que la puissance coloniale capitule, ce qu'elle a fait après avoir été vaincue. Donc nous avons en partage, dans nos démocraties et dans nos luttes de libération, des choses qui nous sont en commun dans la langue créolisée. Mais cela va plus loin. Et il est temps de dire que si notre ère est celle de la transnationalisation du fait de la division internationale du travail,
telle qu'elle est aujourd'hui sous forme de mondialisation et de globalisation. Si notre époque est celle de la noosphère, alors la conceptualisation du futur passe par les langues. C'est-à-dire que la transnationalisation met à l'ordre du jour l'émergence d'ensemble. Et l'ensemble francophone ne sera pas le seul. Par exemple, sur le continent africain, nous avons des langues transversales aussi qui existent entre plusieurs nations. Et elles aussi sont des espaces de créolisation entre les différentes nations qui composent ces espaces. Eh bien, à nous de savoir faire vivre la francophonie, la langue créole, en tant qu'espace qui nous permettent de faire face aux défis du futur et des choses que nous pouvons mettre en partage. Et je pense qu'à l'ère moderne, il faut renoncer à l'idée que la puissance soit la puissance militaire. Les vainqueurs, fût-ce par les armes, ne sont pas vainqueurs longtemps. Et ne le sont jamais définitivement. Si bien qu'aujourd'hui, quand ils engagent des guerres, ce sont des guerres d'extermination qui tournent toutes au génocide et qui semblent toutes avoir pour méthode le génocide. Si bien que les guerres qui étaient d'abord industrielles à la Première Guerre mondiale, devenues guerres totales, sont devenues des guerres industrielles totales et ethniques. Nous en avons eu une certaine préfiguration avec le fameux tableau Guernica qui installe l'idée de la guerre totale. Mais depuis les accords de Dayton, nous savons que les États-Unis d'Amérique pratiquent ordinairement l'idée de partager les pays d'après les ethnies qui les composent, ou en tout cas de s'en servir dans leur propre politique de domination. Dès lors, c'est une illusion de croire que la puissance militaire est la puissance. La puissance de notre époque est la puissance intellectuelle. Et la puissance intellectuelle ne peut pas se déployer autrement que par la langue et par le savoir. Dès lors, toute langue créole, qui n'est pas l'anglais, qui s'est imposée dans un sabir d'aéroport sur la planète entière, dès lors, une transversale linguistique est un moyen d'acquisition en commun des savoirs. Et nous autres, les Français, si nous avons un rêve à avoir, c'est de se dire que bien heureusement, grâce à la langue créole, eh bien, nous serons en état de pouvoir profiter des capacités d'invention, de création artistique, scientifique, culturelle des nations avec qui nous avons en partage cette langue. Voilà l'idée essentielle. Si c'est un espace de créolisation, alors en tant que tel, il est un espace politique, espace de résistance à l'uniformisation, uniformisation qui sera par la force des choses un appauvrissement. Que ChatGPT soit capable de s'exprimer dans toutes les langues aujourd'hui n'empêche pas qu'elle n'apprend que dans une seule langue. Et que le projet Blom, par exemple, qui était un projet du CNRS français, avait réussi la capacité d'apprentissage en 49 langues. Or, nous savons tous que chaque langue est un regard, un éclairage particulier. Bien sûr, il y a toutes les expériences communes de l'existence humaine, mais chacune sous un angle, chaque fois fût-il décalé d'1 millimètre, qui par ce décalage nous apprend quelque chose de plus de cette réalité, qui ne peut pas se dire dans telle ou telle langue, mais qui finit par se dire dans toutes les langues, dès lors qu'on a un espace de créolisation. Je ne sais pas si cette idée est assez complètement exposée, je ne veux pas abuser de votre temps, mais j'indique en quelque sorte comment nous voyons cette étape dans laquelle nous voulons entrer à propos de francophonie. Alors, renoncer à l'idée de la puissance telle qu'elle est aujourd'hui, hélas, tant et si bien illustrée, c'est au point que moi-même je devrais me sauver quasiment comme un voleur de cette réunion, car je suis attendu pour préparer ce soir une réunion des cadres et des gens qui nous écoutent pour commenter et faire connaître nos positions à propos des événements tragiques qui se déroulent aussi bien à Gaza, dans le Moyen-Orient, et maintenant avec l'agression de l'Iran, j'allais dire de la Perse, peut-être parce que j'ai à l'esprit certaines continuités millénaires de l'histoire, auxquelles je pense qu'il faut aussi se référer, parce que les ondes longues de l'histoire, ça existe, comme nous l'ont appris nos maîtres vénérés sur le sujet. La stratégie pour nous, donc, disais-je, est celle de l'intelligence collective. Et notre proposition était, à nous, Français, en tant que parti politique français, je dis parti pour souscrire au vocabulaire ordinaire, nous sommes un mouvement, mais enfin, en tant qu'organisation prétendant à l'exercice du pouvoir dans notre pays. Notre idée était que si nous accédions à cette responsabilité,
nous aurions non pas une politique de puissance et de domination, mais une politique de partage et de mise en partage, non pas par naïveté, et après tout on a le droit d'être naïf, ni non plus par un excès de sensibilité ou d'affection pour ceux qui parlent comme nous, mais on a le droit à la sensibilité et à l'affection, mais tout simplement parce que c'est le moyen le plus commode et le plus rapide pour que les uns et les autres nous fassions des progrès ensemble. Et un peuple vieillissant comme le nôtre ne peut naturellement que s'intéresser à ceux qui ne le sont pas, parce que c'est une illusion pour les plus anciens de croire qu'ils ne seront pas remplacés. Et ceux qui remplacent font le monde. Je le dis pour piquer un peu la susceptibilité de quelques-uns de nos adversaires. Le grand remplacement est la loi de la nature. Et dès lors, les grands remplacements se font tous de la même manière, sous une forme créolisée. Alors, n'en déplaise, c'est comme ça. Et tous les anciens savent que leur tour passera, et que les plus jeunes vont commencer sans doute par penser que nous n'avons pas fait les choses aussi bien qu'ils les auraient fait eux-mêmes si c'était eux qui s'en occupaient. Nous avons fait ça quand c'était notre tour, et les suivants en feront autant. J'en suis sûr, monsieur, je vous vois bien sourire, le conseiller de l'ambassade, et je suis certain que vous pensez comme moi. Chacun son tour, c'est comme ça. Mais nous pensons que nous pouvons mettre en partage deux des points forts de la puissance, oui, intellectuelle des Français, et dont nous sommes légitimement fiers. Nous sommes la première puissance spatiale européenne. Dès lors, nous pensons qu'il faut mettre en partage la question des métiers de l'espace et créer une ou des universités de l'espace. Et qu'il n'y a pas de raison, alors même que l'Afrique a déjà 17 pays, l'Afrique au sud du Sahara, a 17 pays, qui, pas qu'au sud du Sahara, participent à l'idée de l'exploration spatiale, qui est un moment clé de notre époque, pas seulement parce qu'on explore, vous le savez tous aussi bien que moi, mais parce qu'on est en train d'envahir l'espace. Et que M. Musk a déjà envahi l'orbite basse sur la Terre, sans aucun droit particulier sur ce bien commun. Et que l'humanité doit travailler à s'installer à des distances qui permettent des transmissions aussi rapides qu'en orbite basse. Et il paraît que ces satellites sont en train de tomber. On savait que la moyenne de vie était entre 3 et 7 ans, apparemment c'est plus court. Eh bien, tout ça nous indique qu'il va falloir trouver d'autres solutions techniques. Bref, nous avons besoin, dans un moment où il y a une tentative d'appropriation d'un bien commun, que toute l'humanité y participe. 17 nations, dis-je, sur le continent africain, une agence africaine qui vient ou qui va se créer au Caire, je ne sais si c'est fait, c'est fait. Bien, donc 17 nations, dont 6 produisent des satellites. Par conséquent, oui, nous avons beaucoup de choses à mettre en commun, et nous pourrions avoir une université des métiers de l'espace, puisque nous, les Français, nous sommes en état de pouvoir le proposer à des gens qui savent faire déjà pour une partie d'entre eux et à d'autres qui ont envie d'apprendre, parce qu'il n'y a pas de raison que le XXIe siècle soit volé à l'Afrique comme il a pu être volé à d'autres étapes, parce que la colonisation, parce que l'esclavage, parce que toutes les brutalités que l'Europe a pu déployer sur le monde. Et l'autre, évidemment, c'est la question de la mer, qui est une question sensible pour ceux qui n'y ont pas accès et pour ceux qui y ont accès. Et pour l'instant, le rapport à la mer se déroule sur la base des accords européens qui achètent à tel ou tel pays tout ce qui vit et tout ce qui bouge dans la mer, ratissent tout et on ruine toutes les populations côtières qui jusque-là vivaient de ces pêches et qui ne vivent plus de rien puisqu'on leur a tout enlevé par le biais de ces ramassages massifs. Alors, il faut que ça cesse, mais nous, les Français, nous sommes le deuxième territoire maritime du monde. Alors, les soirs où on manque d'optimisme, on se dit que finalement le territoire français émergé et immergé est plus grand que celui de la Chine et ça nous donne de l'espoir pour le futur. Mais enfin, nous sommes aussi tous conscients des conditions dans lesquelles ce territoire existe. Et véritablement, nous savons qu'une bonne partie, 80% de cette surface, est une surface qui est liée à la présence française dans les océans du monde, tels que la Polynésie, tels que la Calédonie, tels que les terres françaises, aujourd'hui françaises, dans les Caraïbes, et ainsi de suite. Donc tout ça est une situation qui est ouverte, et oui, sur les métiers de la mer, mais plus que tout, sur les connaissances et l'acquisition des connaissances scientifiques sur et à propos et dans la mer, c'est là qu'il y a les plus grandes découvertes à faire, les plus grands progrès techniques. Nous avons la chance, si j'ose dire, dans notre malheur, la chance, je vais vous dire pourquoi, notre malheur, c'est notre ignorance, mais la chance, c'est justement qu'étant ignorant, il nous reste à apprendre. Eh bien, nous connaissons moins la mer que la surface de la Lune ou la surface de Mars.
Par conséquent, comme les organismes qui partagent avec nous la biodiversité de l'unique écosystème dans lequel nous vivons mutuellement, eh bien, la connaissance de tout cela est pour nous fondamentale. Imaginez-vous la tête de ceux qui ont découvert un jour que les pauvres petits vers qu'on voyait sur les plages bretonnes étaient capables de produire l'équivalent du sang humain. Hein. Bon, ben voilà, on a gagné du temps en le découvrant. Voilà, je m'en tiens à ces 2 points-là. Là, à l'âge de l'IA, et je conclurai là-dessus. Voilà la proposition, l'idée dans laquelle nous avançons. Et bien sûr, si nous avançons dans cette idée, c'est pour la mettre en partage, pas pour l'imposer ou pour dire voilà la formule définitive que nous avons trouvée à ce sujet. Nous voulons débarrasser la langue créole commune du colonialisme et de l'esprit de domination. Il y va de l'intérêt, je peux en parler, de notre peuple français, de l'en débarrasser, d'entrer enfin en communication avec le monde dans un rapport qui ne soit plus celui de la volonté ouverte ou cachée de dominer, de subjuguer, d'envahir mentalement après avoir envahi géographiquement comme certains le croient. Notre langue créole doit être la langue de notre liberté commune. Et notre liberté commune surgira de l'échange, de notre capacité à la faire vivre pour penser la réalité du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et comme le XXIe siècle sera passionnant, et comme je me désole de voir que je n'en verrai qu'un bout, parce que, oui, aujourd'hui, l'humanité a des moyens en main qu'à aucun autre de ses âges elle n'a eu, et notamment des moyens de communiquer, de s'accorder, de se mélanger, pour former enfin le peuple humain qu'il est réellement, mais qui ne s'est pas affirmé en tant que peuple humain politiquement. Puissent les langues qui nous rapprochent jouer cette fonction. Et puisque, paraît-il, tout le monde parle anglais, ce dont je ne suis pas vraiment persuadé, à moins qu'on appelle l'anglais ce sabir, comme je l'ai dit tout à l'heure, de langue d'aéroport. Quant à moi, j'ai fait la preuve que j'étais capable d'en parler quelques mots pour dire tout le bien que je pense de lui à M. Trump. Bon, ce n'est pas indispensable. Et pour penser, je ne vois pas qu'il n'y ait que cet outil. Donc vraiment, c'est avec beaucoup de tranquillité que pour ma part, je prends mes distances avec l'anglais, que j'essaye de parler comme vous tous, puisqu'il faut bien. Hein. Voilà, mais nous ne sommes pas obligés de ne parler que en anglais. Et des jours, je vous le dis pour conclure, je m'étonne de l'excès de sensibilité de ceux qui n'aiment pas la créolisation. J'ai l'impression que ce n'est pas la créolisation qu'ils n'aiment pas, c'est ceux qui sont susceptibles d'être créolisés par la langue commune. Parce que je n'ai jamais entendu dire que ça dérange quelqu'un que dans la rue qui conduit à la gare de l'Est, dont je suis voisin, il n'y ait pas une boutique, un établissement, un commerce quelconque dont le nom n'ait pas été marqué en anglais. Et pourtant, nous sommes à Paris, capitale de la République française, et lieu où a lieu l'académie du même nom. Donc je sais que vous aurez l'occasion d'en parler. Voilà, j'espère avoir présenté aussi rapidement que possible notre point de vue, l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Et pour moi, c'est un grand bonheur d'avoir pu le faire devant les représentants les plus hautement qualifiés des différentes nations francophones, créolisées, qui se trouvent devant moi. Merci, mesdames, messieurs, pour votre attention bienveillante.